On continue avec les protocoles de routage dynamique et cette fois-ci on va aborder les protocoles de routage dynamique sous le protocole IPv6. Donc ce sont des protocoles qu'on n'a jamais eu l'occasion de voir sur cette chaîne. On va essayer de voir les concepts fondamentaux concernant ces protocoles et on se focalisera bien sûr beaucoup plus sur l'aspect pratique. Donc le routage sous IPv6 devient beaucoup plus simple que sous IPv4, donc il y a beaucoup de changements qui sont apparus et la configuration, c'est-à-dire la saisie des commandes, elle est simplifiée. Donc les protocoles sont activés au niveau des interfaces au lieu de la configuration au niveau des modes de configuration de routage. Il n'y a plus besoin de la commande network, donc c'était une commande qui permettait d'annoncer les réseaux directement connectés. C'était aussi une commande où il fallait calculer les masques génériques. Donc sous IPv6, il n'y a plus besoin de calculer les masques et il n'y a plus de distinction entre la notion de classe et la notion VLSM. Le débogage sous IPv6 il est beaucoup plus facile et c'est des commandes qui vont, vous allez voir, se ressembler. La petite difficulté peut-être va résider au niveau de la syntaxe des adresses IPv6 parce qu'on n'est pas habitué vraiment à écrire des adresses IPv6, à calculer ou bien trouver les écritures simplifiées, complètes, cette notion d'autoconfiguration, cette notion aussi du fait qu'un routeur peut posséder plusieurs adresses IP au niveau d'une seule interface. Il y a l'adresse globale, l'adresse de lien local, etc. On a déjà vu tous ces détails-là au niveau de la vidéo concernant le protocole IPv6. On avait essayé de montrer les limites du protocole IPv4, les concepts derrière le protocole IPv6, l'adressage IPv6, les formules, les règles à suivre pour bien écrire les adresses IP, l'attribution des adresses aussi, et on avait terminé avec la configuration du routage statique sous IPv6. Donc on va faire un petit rappel avant d'entamer les protocoles de routage. Donc pour configurer le routage statique sous IPv6, c'est exactement la même commande que sous IPv4. La différence, c'est juste, au lieu de taper IProute, on va taper IPv6 route, suivi des trois fameux arguments. Donc vous avez adresse IPv6 du réseau distant, cette fois-ci vous avez un slash le masque réseau distant. Vous n'avez plus de masque en décimale, on va directement taper le masque en notation CIDR, donc slash nombre de bits de la partie réseau, et vous avez l'adresse IP de l'interface du routeur voisin en guise de direction, comme on pouvait taper la même commande en spécifiant uniquement le nom et numéro des interfaces du routeur voisin. Donc c'est exactement le même format. Et vous allez voir au niveau de toutes les commandes en général qu'il y a juste, il y a toujours le mot clé IP qui change par IPv6. Au lieu de taper IP normalement, vous tapez IPv6. Et les masques, c'est toujours en notation CIDR. Donc si on prend cet exemple-là, qui ressemble à l'exemple qu'on avait utilisé au niveau de la vidéo concernant les protocoles sous IPv4, vous avez 3 sous-réseaux. On va configurer au niveau de cette topologie un routage statique. Vous avez des adresses de sous-réseaux. Donc c'est 2001 DB8 ACAD 4x1 2.2. 2.2 et 3.3 2.2. Donc déjà il y a une petite difficulté avec les adresses, on n'est pas habitué à ce genre d'adresse, mais sinon IPv6 simplifie réellement la configuration en réseau. Donc IPv6 simplifie les commandes, simplifie les concepts, allège certaines notions, comme le cas par exemple de la fragmentation, allège l'entête IP. C'est un protocole qui présente énormément d'avantages. Le seul bémol, c'est qu'on n'est pas encore habitué à cet adressage-là, et surtout pour les gens qui ont fait leurs études en apprenant IPv4 uniquement. Donc ce n'est pas évident de basculer vers IPv6. Comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, lorsque j'avais abordé IPv6, j'avais dit que nous vivons actuellement une période transitoire, donc il y a les deux protocoles qui cohabitent,
et IPv4 ne va pas disparaître rapidement. Donc on continuera toujours à travailler avec ce protocole. Et l'idée, c'est de maîtriser les deux. Donc du moment qu'on est encore à l'aise, qu'il n'y a pas IPv6 en full, c'est bien de se familiariser avec ce protocole qui peut-être prendra la relève, ou sinon peut-être qu'on va continuer à vivre une période transitoire. On ne sait pas encore comment ça va se passer. Alors, vous avez les trois adresses des trois sous-réseaux. Vous avez les adresses IP des interfaces des deux routeurs. À noter que si vous voulez que cette configuration marche chez vous, il faut utiliser des routeurs de 4e génération, des routeurs 4000 quelque chose, et non pas des routeurs d'ancienne génération où le protocole IPv6 n'est pas pris en charge. Donc voici les commandes pour la configuration du routage statique, pour rappel. Donc on prend les routeurs, on les configure, on configure leurs adresses IP. Donc première étape, on donne un nom d'hôte. Ensuite, IPv6 Unicast Routing, ça permet d'activer le routage. Donc je suis en train de faire un rappel, j'avais déjà expliqué tous ces concepts au niveau de la vidéo concernant le protocole IPv6. Ensuite, vous entrez en mode de configuration d'interface. Il faut taper la commande IPv6 Enable, ça c'est pour activer IPv6. Et ensuite, vous attribuez une adresse globale, IPv6 Address, et vous donnez l'adresse IP. Pour cette adresse, qui fait partie du réseau 1.1.1.2.2, vous allez lui donner 1.1.1.2.2.1/64. À noter que les masques, c'est toujours soit des /64, soit des /48 si vous avez affaire à des sous-réseaux. Et vous pouvez aussi donner une adresse IP de lien local qui est en général, qui commence par FE80. Donc on va lui donner FE80 2.2.1. Ensuite, la deuxième interface, elle fait partie du réseau 2.2.2.2. On va lui donner l'adresse 2.2.2.2.1. Pour R2, c'est exactement la même chose. IPv6 Unicast, IPv6 Enable. On va lui donner l'adresse au niveau de l'interface gigabit 000 3333 2.2.1. Et pour l'autre interface, qui est celle qui est en face de R1, on va lui donner l'adresse 2.2.2.2. Celle-là c'est .1, celle-là c'est .2. Voilà. Donc on n'oublie pas aussi les no shutdown pour activer les interfaces. Donc on a mis un câble croisé parce qu'il n'y a pas de câble série par défaut au niveau des routeurs de 4e génération. Peut-être qu'il faut les ajouter manuellement. Il suffit d'éteindre le routeur, ajouter l'interface série, puis réallumer. Alors, maintenant on passe à la configuration du routage statique. Première méthode, c'est lorsqu'on spécifie les adresses IP des interfaces des routeurs voisins. Donc R1 connaît les réseaux 1 et 2, il ne connaît pas le 3. Donc IPv6 route, adresse du réseau 3, c'est 3333.2.2./64, ça c'est le masque en notation CIDR. Ensuite, vous avez l'adresse IP de l'interface du routeur voisin qui est 2.2.2.2.2. Pour R2, il y aura le réseau 1 qui n'est pas connu par R2, donc ça sera IPv6 route 1.1.1.2.2./64. Adresse IP de l'interface du routeur voisin qui est celle-là, c'est 2.2.2.2.1. Sinon, c'est la même chose, sauf qu'on spécifie cette fois-ci le nom et numéro de l'interface de sortie au niveau de R1 et de R2. Donc les interfaces de sortie au niveau de R1 et R2, c'est les gigabits Ethernet 0/0/1. Donc pour aller vers ce réseau, je suis au niveau de R1, je dois aller à droite. Je ne dois pas aller à ma gauche. Et au niveau de R2, pour aller vers le LAN 1, je dois aller à gauche. Voilà, je vais essayer de voir la bonne direction pour trouver la destination. Donc le routage statique, ça vous force aussi à vous-même trouver la direction. Donc si j'avais tapé ici 0/0/0, la commande aurait été validée, mais le routage n'aurait pas fonctionné, parce que je suis en train d'induire en erreur le routeur. Je lui dis que ce réseau se trouve à ta droite, pour par exemple R2, ce qui n'est pas le cas. Ce réseau se trouve à sa gauche. Si je veux visualiser la table de routage sous IPv6, il faut taper la commande show IPv6 route et non pas show IP route. Et j'aurai une table de routage qui se présente ainsi. Donc elle ressemble à celle de IPv4. Vous avez les réseaux directement connectés, les interfaces de sortie et vous dites directly connected. Vous avez la distance administrative égale à 0.
0 pour la métrique qui n'a aucun sens. La métrique n'a aucun sens dans le cas des routes directement connectées et dans le cas du routage statique. Et le réseau 3, celui qui n'est pas connu par R1 et qui a été appris par le routage statique, vous aurez le symbole S, distance administrative 1, l'adresse et l'interface de sortie. Pour R2, ça va un peu ressembler. Donc R2 connaît les réseaux 2 et 3, il ne connaît pas le 1. Donc pour le 1, il a une distance administrative de 1, métrique 0 qui n'a pas de sens et l'interface de sortie. Donc cette fois-ci, les PC pourront communiquer entre eux parce que le routage a été bien configuré. Donc c'est un peu le même concept, c'est juste un peu les adresses qui font peur. Voilà. Alors si on revient un peu au routage dynamique, on avait expliqué tout ça la fois passée. On avait parlé des deux grandes familles de protocoles de routage, les protocoles à vecteur de distance, état de lien, les différents protocoles qui sont apparus de manière chronologique, et lorsqu'il y a eu IPv6, tous les protocoles ont connu des mises à jour. Donc, EIGRP est devenu EIGRP version 6, RIP V2 est devenu RIP Next Generation, OSPF V2 est devenu OSPF V3, et BGP4 est devenu MPBGB pour Multi-Protocol BGP. Donc on aura l'occasion de voir dans cette vidéo les protocoles EIGRP, RIP Next Generation et OSPF V3. On ne pourra pas voir MPBGP parce qu'il n'est pas supporté par le simulateur. Je rappelle que ISCS n'est pas supporté par le simulateur, mais sinon il possède une version qui permet de supporter IPv6. Donc tous les protocoles de routage connaissent et subissent des mises à jour lorsque le protocole IP change. On commence avec RIP-NG. Donc RIP-NG ou bien Routing Information Protocol Next Generation, qui est un protocole qui est apparu en 1997. C'est un protocole de routage adapté à IPv6 et ouvert. Sa RFC c'est 2080. C'est la documentation concernant ce protocole. Donc vous trouvez toute la documentation nécessaire concernant ce protocole. Donc une RFC c'est, je rappelle, un Request for Comment, c'est un document officiel émis par l'organisme IETF qui permet de gérer tous les protocoles sur Internet. C'est un protocole de type IGP à vecteur de distance. C'est toujours la même distance administrative que celle de RIP V1 et V2. La métrique c'est toujours la même. Le nombre de sauts maximal c'est toujours le même, c'est 15. On ne peut pas dépasser 15 sauts. Et c'est toujours le même algorithme qui est utilisé pour calculer les chemins, à savoir Bellman-Ford. C'est un protocole qui prend en charge les sous-réseaux sous IPv6. Donc dès qu'on est sur IPv6, on prend automatiquement en charge les sous-réseaux. C'est-à-dire que ce soit des /48 ou bien des /64. Déjà, il n'y a même pas cette notion de classe au niveau de IPv6. Lorsque IPv6 a été inventé, il a directement été inventé en étant VLSM. Il y a aussi d'autres choses qui changent, il n'y a pas le découpage sous IPv6, il n'y a pas le découpage dynamique, enfin il existe mais il est déconseillé de travailler avec. On n'a plus de problème de pénurie d'adresse IP et on n'a plus de calcul de masques, on n'est plus obligé de calculer des masques. Il n'y a pas de notion de hiérarchie au niveau du protocole RIP en général. La complexité de configuration elle est faible. La mise à jour elle est périodique, donc c'est les mêmes caractéristiques que RIP V1 et V2. On envoie en intégralité la table de routage, on utilise la multidiffusion pour les mises à jour, on envoie les mises à jour chaque 30 secondes et on envoie via cette adresse de multidiffusion FF02 2.2.9. Et c'est toujours via des datagrammes UDP avec numéro de port cette fois-ci 521 au lieu de 520. 520 c'est pour RIP V2, 521 c'est pour RIP Next Generation. La convergence elle est lente, c'est tout comme RIP V2. Et l'authentification elle n'est pas native. Mais si on veut l'activer, ça sera via le protocole IPsec. Donc IPsec est un protocole où c'est beaucoup plus un framework qui permet de garantir une sécurité au niveau de
IP. Donc ça va comporter un ensemble de méthodes, d'algorithmes, de cryptosystèmes qui permettent d'assurer la confidentialité, l'intégrité et la disponibilité. Donc c'est pas activé par défaut, mais si vous voulez activer l'authentification, vous avez une meilleure authentification que dans le cas de RIP v2. On avait une authentification basée texte brut ou bien fonction de hachage MD5. IPv et IPsec, c'est quelque chose de plus sécurisé. Donc quand on a mis à jour IP, on a pensé à non seulement agrandir la plage d'adresses, mais aussi à contrecarrer certaines lacunes de IPv4, à savoir des problèmes de sécurité et de qualité de service. Alors pour configurer RIP Next Generation sous Cisco, vous allez voir que ça change un peu. La configuration va être essentiellement au niveau du mode de configuration d'interface. Donc vous avez toujours la commande IPv6 Unicast Routing, ça permet d'activer le routage en général, il ne faut jamais oublier cette commande. Ensuite vous allez créer ce qu'on appelle une instance RIP. Vous tapez la commande IPv6 Router RIP et vous tapez une chaîne de caractères. Il faut juste se souvenir de cette chaîne de caractères. Ensuite, au niveau du mode de configuration de routage, on avait à l'époque c'était router config, maintenant ça devient config RTR. Quand vous trouvez le mode config RTR, c'est un mode de configuration de routage sous IPv6. Donc cette commande elle est optionnelle, c'est pour la redistribution de route, pour la modification de distance administrative. Donc ces deux commandes, redistribute et distance, des commandes optionnelles. Donc l'idée c'est de créer l'instance et de faire exit. Ensuite au niveau des interfaces du routeur, vous allez en mode de configuration d'interface et vous tapez la commande IPv6 RIP, nom de l'instance, enable. Donc cette commande permet d'activer RIP au niveau de l'interface. Il n'y a plus de commande du style network, il n'y a plus de calcul de masque. Pour la vérification, vous pouvez taper la commande show IPv6 protocols pour voir tous les protocoles activés. Protocole bien sûr IPv6. Show IPv6 route, c'est pour afficher la table de routage IPv6. Show IPv6 RIP database, ça c'est pour voir la liste de tous les chemins que l'algorithme Bellman-Ford a calculé. Maintenant, si on veut configurer RIP Next Generation au niveau de la même topologie qu'au niveau de celle où on a configuré le routage statique, on a toujours les mêmes adresses. Donc vous avez ici, voilà, donc là vous avez les commandes en résumé. Donc voilà ce qui est important. Vous tapez IPv6 router RIP, nom de l'instance, exit, interface, nom et numéro, IPv6 RIP, le nom de l'interface en question, et vous tapez le mot-clé enable. Alors, configuration des interfaces, ça se fait exactement de la même manière qu'au niveau de la config où on avait configuré le routage statique. On configure les deux interfaces avec IPv6 enable, IPv6 address et une adresse de lien local qui est optionnelle bien sûr. Un nom de hôte, IPv6 unicast routing pour activer le routage et on n'oublie pas le no shutdown. Donc là c'est 2.2.1, là c'est 2.2.1, 2.2.2, 2.2.1. Voilà, tout simplement. Pour la configuration de RIP, vous tapez IPv6 router RIP. Là j'ai mis une chaîne de caractères qui s'appelle RIP-NG. J'aurais pu mettre ce que je veux. J'aurais pu mettre Cisco, GTR, tout ce que je veux. Moi je vais taper RIP-NG. Chaîne de caractères, je fais attention aux majuscules et aux minuscules parce que c'est sensible à la casse. Ensuite je fais exit. Ensuite je vais me connecter en mode de configuration des deux interfaces et je tape IPv6 RIP, le même nom d'instance qui est RIP-NG, enable, tout simplement. Et là je fais la même chose. J'étais pas obligé d'opter pour le même nom d'instance. J'aurais pu mettre un autre nom d'instance parce que c'est une variable qui est locale. J'ai juste à mettre le bon nom d'instance au niveau de config if lorsque je tape la commande IPv6 RIP, nom d'instance, enable. Il n'y a ni network ni masque inverse. Alors, dans RIP, il n'y a jamais de message de relation de voisinage. Il n'y a pas cette notion de voisinage, que ce soit RIP v1, RIP v2 et RIP-NG. Si vous remarquez, lorsqu'on avait configuré
au niveau de la vidéo protocole IPv4 OSPF et EIGRP et BGP, on avait des messages au niveau de la console qui s'affichaient, qui nous disaient qu'il y a une nouvelle relation d'adjacence qui s'est formée. Donc le concept de relation de voisinage n'existe pas au niveau de RIP, V1, V2 et Next Generation. Pour afficher la table de routage de R1, Show IP V6 Route, vous avez le même contenu qu'au niveau de la table de routage avec un routage statique pour R1 et R2. Pour R3, pour LAN 3, vous avez le symbole R pour une route apprise par RIP, 120 pour la distance administrative, 2 pour le nombre de sauts, et vous avez l'adresse et le masque du réseau distant et l'interface de sortie. C'est la même chose au niveau de R2. Donc R2 connaît 2 et 3, il ne connaît pas le 1, il a appris grâce à RIP Next Generation. Voilà, donc c'est très simple, c'est toujours les mêmes concepts. Lorsque vous migrez vers IPv6, si vous connaissez bien IPv4, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses qui changent. Au contraire, il y a plein de choses qui se simplifient. Il y a juste, comme je le dis souvent, l'adressage qui dérange un peu. Donc ça c'est pour RIP. On passe maintenant à la version OSPF supportée par IPv6. Donc OSPF v3 pour Open Shortest Path First Version 3, qui a été créé en 2008. C'est un protocole adapté à IPv6 ouvert, tout comme RIP Next Generation. L'ID de son RFC c'est 5340. C'est un protocole de type IGP à état de lien. C'est toujours la même distance administrative que OSPF v2 et c'est toujours la même métrique qui est le calcul d'un coût, bande passante de référence sur bande passante de l'interface en bits par seconde. Il n'y a pas de notion de saut, nombre de sauts maximal, donc on peut avoir un réseau infiniment grand. On utilise l'algorithme Dijkstra pour le calcul des routes. C'est un protocole qui prend en charge VLSM. Tous les protocoles OSPF sont classless. Et du moment que le nombre de sauts maximal est infini, on découpe le domaine en zones pour limiter les complexités temporelles et spatiales. Temporelle, temps de calcul avec Dijkstra, le diminuer. Spatial, diminuer les tailles des tables de routage. La complexité de configuration elle est moyenne, les mises à jour sont déclenchées par événement. La taille de la mise à jour elle est petite, je n'envoie pas toute la table de routage, j'envoie via la multidiffusion, c'est toujours la même chose, les timers Hello c'est chaque 10 secondes. Voici les adresses d'envoi. FF02 2.2.5 et FF02 2.2.6, donc deux adresses dans le cas des réseaux à accès multiples pour l'élection des DR, BDR et DR Other. J'encapsule les mises à jour dans des paquets IP avec numéro de protocole champ. Au niveau du champ, je mettrai 88. La convergence, elle est rapide dans le cas de OSPF. Et l'authentification, elle est cette fois-ci native. Et ça utilise le framework IPsec. Donc, par défaut, il y a une authentification sécurisée au niveau de OSPF. Qui n'était pas native dans le cas de RIP Next Generation. Maintenant pour les commandes, il y a des commandes de configuration en mode global, ensuite interface et ensuite vérification. Donc, toujours IPv6 Unicast Routing, c'est pour activer le routage en général. Ensuite pour activer OSPF, il faut taper IPv6 router OSPF ID du processus. C'est un peu la même commande qu'au niveau de OSPF v2. Il faut juste mettre IPv6 au lieu de IP. Ensuite, il va y avoir un message système qui va s'afficher. Il va vous dire OSPF version 3, process 1, c'est le processus par exemple vous avez tapé, could not pick a router ID, please configure manually. C'est-à-dire, il va vous dire le routeur n'a pas pu se faire un ID du routeur. S'il vous plaît, configurez-le manuellement. Donc configurez l'ID du routeur. Cette fois-ci, il nous le demande. Sous IPv4, il ne nous le demandait pas. Pour configurer l'ID du routeur, c'est la commande router ID du routeur. Ça a un format IPv4. Et c'est des commandes ici en plus pour changer par exemple la bande passante de référence. C'est exactement la même qu'au niveau de OSPF v2. Changement aussi de distance administrative, propagation des routes statiques dans les messages de mise à jour,
configuration des interfaces en mode passif pour ne pas émettre des messages de mise à jour, faire en sorte que toutes les interfaces du routeur soient passives, elles n'émettent aucune mise à jour, redistribution des routes, EIGRP, BGP, RIP ou bien statique, et voilà, exit. Donc toutes ces commandes sont optionnelles. Le plus important, c'est ce qui se passe au niveau de l'interface. C'est au niveau de l'interface qu'on va activer le protocole en question. Donc pour l'activer en mode de configuration interface, vous tapez IPv6 OSPF, ID du processus OSPF que vous avez créé, area, numéro de la zone. Donc ça c'est quelque chose qui existait au niveau de OSPF v2 si vous vous rappelez. Il n'y avait que RIP et EIGRP qui n'avaient pas cette possibilité d'avoir une configuration de routage au niveau de l'interface. Maintenant au niveau de IPv6, tous les protocoles se configurent au niveau du mode config if. Donc il n'y a plus de calcul de masque. Toutes les commandes qui suivent ici, c'est des commandes optionnelles. IPv6 OSPF cost, c'est pour changer le coût. IPv6 OSPF hello interval, c'est pour changer le timer hello en secondes. IPv6 OSPF dead interval, c'est pour changer le timer dead en secondes. IPv6 OSPF priority, ça c'est pour changer la priorité d'interface pour forcer un routeur à devenir DR par exemple. Et IPv6 OSPF neighbor, ça c'est pour ajouter un voisin de manière statique. C'est déconseillé de changer ces paramètres-là. Pour la vérification, show IPv6 protocols pour voir les protocoles activés au niveau du routeur. Show IPv6 route pour voir la table de routage. Show IPv6 route OSPF pour voir les routes uniquement apprises par OSPF, v3 bien sûr. Show IPv6 OSPF avec ID du processus lancé database, ça c'est pour voir la table topologique. Et IPv6 OSPF ID neighbor, c'est pour voir la table de voisinage. Si on configure OSPF v3 au niveau de la même topologie qu'on a utilisé au niveau du routage statique et RIP Next Generation, avec exactement les mêmes adresses, donc voici les commandes à retenir. Vous lancez votre processus OSPF, vous donnez un ID à votre routeur, vous allez en mode de configuration d'interface et vous activez OSPF avec le même numéro de processus et vous spécifiez la zone. Si on travaille par exemple au niveau de la zone 0, bon, ça c'est quelque chose qu'on a déjà vu. C'est la configuration des interfaces, leur attribuer des adresses globales et de liens locaux, activer IPv6, les allumer et bien sûr activer le routage en général. Pour activer maintenant OSPF, regardez ici au niveau de R1, je vais taper IPv6 routeur OSPF numéro de processus 1. Routeur ID, je vais donner par exemple à R1 1.1.1.1, ce n'est qu'un exemple, vous pouvez donner ce que vous voulez. Et au niveau du mode de configuration des deux interfaces, vous allez taper la commande IPv6 OSPF numéro du processus area 0. On est dans le cas unizone, donc on va taper 0 partout. Si on avait plusieurs zones, j'aurais tapé ici zone 1, ici zone 0, ici zone 0, ici zone 2. Et au niveau du routeur 2, c'est exactement la même chose. C'est l'ID du routeur qui change. Je devrais mettre un ID différent de celui de R1. Je mets ce que je veux aussi. Et même l'ID du processus, j'aurais pu mettre par exemple ici 2. Et là je mets 2 et là je mets 2. Mais le fait de mettre le même, c'est pas obligatoire et c'est pas déconseillé. Donc il n'y a pas de problème. C'est un ID interne. C'est un numéro de processus, donc c'est quelque chose qui ne sort pas du routeur. Donc on peut mettre ce qu'on veut. Qu'on mette les mêmes valeurs ou bien des valeurs différentes, n'importe peu. Alors OSPF comprend cette notion d'adjacence, donc il va afficher des messages d'adjacence. Au niveau de R1, il va afficher process 1, c'est le numéro du processus. Neighbor 2.2.2.2, c'est celui-là, il a reconnu R2 avec son ID de routeur. On, interface gigabit 001, celle-là, c'est l'interface de sortie. From loading to full, c'est-à-dire qu'il vous dit qu'il a établi une relation de voisinage complète. Et R2 va afficher un peu la même chose. Il va spécifier l'ID de R1 et l'interface de sortie, dans notre cas, c'est la même.
Mais si on avait un autre numéro, il y aurait un autre numéro qui se serait affiché ici. Pour vous dire que ça, c'est le nom et numéro de l'interface de sortie par laquelle j'ai reçu ce message. J'ai établi cette relation de voisinage. C'est-à-dire où est-ce qu'il se trouve mon voisin. Au niveau de 000 ou bien 001. Bien sûr, il se trouve au niveau de l'interface 001. Maintenant, si je veux afficher les tables de routage, c'est comme RIP Next Generation pour les réseaux directement connectés. Pour les routes apprises par OSPF, j'ai le réseau 3 que je ne connais pas, au niveau de R1. J'ai la bonne distance administrative qui est 110, et j'ai le coût qui a été calculé, et j'ai trouvé 2. Et l'interface de sortie. Même chose pour R2, sauf que c'est R2 qui ne connaît pas le réseau 1, le LAN 1, 110 et 2 et l'interface de sortie. On passe maintenant à EIGRP v6. Donc EIGRP v6 pour Enhanced Interior Gateway Routing Protocol version 6 qui a été inventé en 2008. C'est un protocole de routage adapté à IPv6 propriétaire Cisco. Donc il n'y a pas de RFC pour EIGRP. Il fait partie des protocoles de type IGP, donc il s'exécute au niveau d'un même système autonome. C'est un protocole de routage à vecteur de distance. Dans certains ouvrages, on dit que c'est un protocole hybride. Il a une distance administrative égale à 90. Il a une métrique fine composée où il utilise la bande passante, la charge, le délai, la fiabilité et le MTU pour le calcul. Bien sûr, il n'y a que le délai et la charge qui sont pris en considération. Par défaut, bien sûr. Nombre de sauts maximal égale à 224. C'est pourquoi c'est un protocole à vecteur de distance. Toujours comme IPv4, comme IGRPv4, il utilise l'algorithme dual pour le calcul des routes. Il prend en charge la notion VLSM. Et l'hiérarchie au niveau de EIGRP, c'est en domaine ou bien en système autonome, tout comme EIGRP-v4. La complexité de configuration est moyenne à haute. Les mises à jour sont déclenchées par événement, tout comme OSPF v3. La taille de la mise à jour elle est petite, je n'en vois que ce qui a changé. Via une adresse de multidiffusion. Les timers Hello c'est comme EIGRP-v4, c'est égal à 5 secondes. Et voici l'adresse d'envoi, c'est FF02 2.2.1. J'encapsule mes mises à jour dans des paquets IP avec numéro de champ protocole 89 au niveau de l'entête IP pour informer le paquet IP que le champ de données contient une mise à jour EIGRP v6. La convergence elle est très rapide. EIGRP est connu pour être un protocole très orienté qualité de service. Et l'authentification elle est native et c'est la même que EIGRP v4, c'est-à-dire que ce n'est pas IPsec contrairement à RIP Next Generation et OSPF v3. Donc au niveau des deux premiers protocoles, on disait que l'authentification se basait sur le framework IPsec. Pour EIGRP v6, on remarque que ce n'est pas une bonne méthode d'authentification. On passe à la configuration de ce protocole. Pour toutes les commandes de configuration en mode global, on a IPv6 Unicast Routing, toujours pour activer le routage. Ensuite, pour activer EIGRP v6, il faut taper IPv6 routeur EIGRP numéro du système autonome. C'est un peu la même commande que sous EIGRP v4. Ensuite, la nouveauté, c'est No Shutdown. No Shutdown, on avait l'habitude de le taper au niveau des interfaces des routeurs. On faisait IP adresse No Shutdown. On faisait dans config if. La nouveauté, et c'est le seul protocole d'ailleurs, où on tape No Shutdown pour activer un routage. No Shutdown veut dire activer EIGRP au niveau du routeur. Donc ça, c'est pas suffisant. Il faut ajouter No Shutdown. N'oubliez jamais la commande No Shutdown, sinon ça marche pas. Ensuite, ça c'est pour spécifier un ID pour notre routeur. C'est EIGRP routeur ID du routeur. Voilà. Et ça c'est une commande qui permet de changer les poids K1 jusqu'à K5. Si on les change, il faudra les changer au niveau de tous les routeurs du système autonome. Sinon, on préfère garder les paramètres par défaut. Donc il y a K1 et K3 qui sont égaux à 1. K2, K4 et K5 sont égaux à 0
par défaut. Vous pouvez aussi spécifier un voisin de manière statique. Vous remarquez que vous le faites en mode config RTR et non pas config if comme dans le cas de OSPF. Neighbor, adresse du voisin, et ensuite vous avez le nom et numéro de l'interface où se trouve votre voisin. Ça c'est pour aussi configurer une interface passive. Ça c'est pour configurer toutes les interfaces en mode passif. Redistribution de route, exit. Pour les configurations en mode config if en interface, pour activer EIGRP, il faut taper la commande IPv6 EIGRP numéro du système autonome. Donc là c'est pas activer EIGRP, mais c'est plutôt activer EIGRP au niveau de cette interface. Parce que si j'active au niveau d'une interface, ça veut dire que j'autorise mon routeur à envoyer ce réseau dans sa mise à jour. Si je l'active pas dans une certaine interface, ça veut dire que je vais pas propager le réseau de l'interface dans mes mises à jour. Personne n'aura connaissance de ce réseau parce que je n'ai pas activé EIGRPv6 au niveau de cette interface. Pour les vérifications, vous avez Show IPv6 Protocols pour voir tous les protocoles IPv6 activés. Show IPv6 Route pour voir la table de routage IPv6. Show IPv6 EIGRP Topology, numéro du système autonome, c'est pour voir la table topologique, la table qui contient toutes les routes que l'algorithme dual calcule. Et Show IPv6 EIGRP Neighbors, numéro du système autonome, c'est pour afficher la table de voisinage IPv6. Et si on configure EIGRP v6 au niveau de cette topologie, c'est toujours la même avec les mêmes adresses et les mêmes adresses au niveau des routeurs. Voici un résumé des commandes. Donc vous activez IPv6 et vous ajoutez le no shutdown qui est très important. Vous attribuez un ID à votre routeur et au niveau de l'interface vous tapez IPv6 EIGRP numéro du système autonome. Donc c'est toujours la même chose au niveau de la configuration des routeurs basiques. Vous donnez un hostname, vous activez le routage avec la commande IPv6 Unicast Routing. Ensuite vous activez IPv6 au niveau des interfaces. Vous attribuez des adresses globales aux interfaces selon ce qu'on a donné au niveau de l'exercice. Donc là c'est 2.2.1, 2.2.1, 2.2.2, 2.2.1. Et ensuite vous pouvez activer ou pas une adresse de lien local, c'est pas obligé, et vous allumez l'interface, no shutdown, tout simplement. Vous le faites au niveau de R1 et de R2 en respectant ce qui a été demandé au niveau de la topologie. Ensuite, pour activer EIGRP au niveau de cette topologie, on va supposer qu'on travaille au niveau du système autonome 1000. Donc on tape la commande IPv6 routeur EIGRP 1000. Ensuite, en mode de configuration de routage ou bien config RTR, vous tapez la commande EIGRP router ID 1.1.1.1. Ça c'est pour affecter un ID à votre routeur. Vous n'oubliez pas le no shutdown pour activer EIGRP v6. Exit. Vous vous connectez en mode de configuration d'interface et vous tapez la commande IPv6 EIGRP 1000, que ce soit au niveau de la première et de la seconde interface. La même chose au niveau de R2, tout est exactement identique sauf l'ID du routeur. On doit faire partie du même système autonome. Cette fois-ci, si je mets au niveau de R1 1000, je suis obligé de mettre au niveau de R2 1000 également. Je dois mettre le bon numéro de système autonome. C'est pas comme dans OSPF où je mettais un numéro de processus qui n'était pas un numéro qui était interne au routeur. Cette fois-ci, le numéro du système autonome, c'est un numéro qui est important. Dès que je tape ces deux blocs de commande, j'aurai l'apparition de message au niveau de la console qui indique qu'il y a eu une relation de voisinage qui s'est établie entre R1 et R2. Au niveau de R1, j'aurai IPv6 EIGRP, numéro du système autonome 1000. Neighbor, il a pris l'adresse de lien local. S'il n'y avait pas l'adresse de lien local, il aurait pris l'ID. Et vous avez l'interface de sortie. Il vous dit is up. Mon voisin est allumé. New adjacency, nouvelle
relation de voisinage, et un peu la même chose au niveau de R2. Pour afficher la table de routage, c'est un peu la même chose qu'au niveau des précédents exemples. Vous avez toujours les mêmes lignes concernant les réseaux directement connectés. Au niveau de R1, pour le réseau qui ne connaît pas, vous aurez D, symbole du protocole IGRP, adresse et masque du réseau distant. Vous avez 90 pour la distance administrative et vous avez 5376 pour la métrique. C'est le résultat de calcul via la formule qu'utilise EIGRP pour calculer les chemins. Donc c'est la grande formule qu'on a vue lorsqu'on a abordé EIGRP ou lorsqu'on a vu la synthèse des protocoles de routage sous IPv4. Et c'est un peu la même chose au niveau de la deuxième table de routage de R2 concernant le réseau du LAN 1 qui a été appris par EIGRP. Vous avez l'adresse, le masque et vous avez la distance administrative 90, la métrique et vous avez l'interface de sortie. Voilà un peu pour les protocoles de routage dynamique sous IPv6. On a pu voir RIP Next Generation, OSPF v3, EIGRP v6. On n'a pas pu voir ISIS ni MPBGP qui ne sont pas supportés par le simulateur. Mais sinon, à ce stade, on a fait le tour de tous les protocoles de routage. Donc on s'est focalisé sur l'aspect pratique. On a opté pour la même topologie. Comme ça, vous pouvez bien maîtriser ce concept. Et maintenant, si vous comprenez vraiment le concept, vous pouvez l'appliquer au niveau de n'importe quelle topologie. L'idée, c'est toujours respecter les commandes, suivre l'exemple. Et ce qu'on remarque sous IPv6, c'est que la rédaction des commandes, elle est beaucoup plus simplifiée. Elle se base sur le côté interface, donc c'est une activation au niveau des interfaces. Et il n'y a plus de calcul de masque inverse et plus de commandes network. Donc IPv6 a beau être un protocole qui fait peur aux gens, néanmoins c'est un protocole qui facilite beaucoup la vie et qui permet de bypasser beaucoup de lacunes que IPv4 présente, à savoir des lacunes en termes de sécurité et de qualité de service. Donc voilà un peu pour cette série de protocoles de routage. On a terminé avec les protocoles de routage dynamique aussi bien sous IPv4 que sous IPv6. On essaiera peut-être d'ajouter des vidéos pour des exemples un peu plus compliqués. Et on essaiera d'aborder d'autres concepts à l'avenir en relation avec la sécurité réseau.